Bonjour à tous, nouvelle émission de TVL. 3 sujets, 4 invités, un caricaturiste. Les 4 invités, Serge Federbouch, bonjour. François Martin, bonjour. Philippe Pascot et un nouveau, Thomas White. Et à propos de Philippe Pascot, bonjour Thomas. Bonjour. À propos de Philippe. Philippe a commis un nouveau livre. En réalité, il en a commis 2, mais on reviendra sur le deuxième une prochaine fois. Ce nouveau livre s'appelle Le pouvoir du pire. Alors, je ne sais pas s'il est drôle, ce livre, en deux mots. Il est drôle, sauf pour Macron. Sauf pour Macron, ok, très bien. Entre autres. Oui, ok. C'est un jeu de massacre. C'est un jeu de vérité, comme d'habitude, qui explique comment ils sont en train de nous manipuler, de nous entraîner vers une société qui ne va pas nous plaire. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Vous l'avez vu, vous le trouvez, il est édité chez Max Milo. Il est facile à acheter? Oui, très facile à acheter. Pour l'instant, il n'est pas encore censuré, donc profitez-en. Et en plus, je connais l'auteur. Très bien, oui. Moi aussi, je le connais, je peux le recommander. Allez, ça, c'était les 4 invités. Je vais y arriver, hein, c'est la faute de Philippe. Les 3 sujets. Les 3 sujets, c'est les agressions d'élus. Il ne vous a pas échappé ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Brévin. Mais quand on creuse le sujet, il y en a beaucoup d'autres. Ça sera le premier sujet. Deuxième sujet, les retraites. Alors, le groupe Lyot, dont c'est le grand moment de célébrité, a déposé un projet de loi qui vise à interdire ou à annuler la loi sur les retraites et le fameux âge de 64 ans. Ça, c'est le deuxième sujet, on va revenir dessus donc. Le troisième sujet, c'est tout récent. C'est les États-Unis qui autorisent la livraison de chasseurs F-16 à l'Ukraine. Et on va voir si c'est un pas de plus vers l'abîme ou si finalement c'est un instrument de plus pour que l'Ukraine gagne contre la Russie. Voilà, je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre nous. On se retrouve dans quelques secondes pour lancer l'émission, sans avoir oublié le caricaturiste qui est en train de crayonner comme un fou et qui va nous faire des beaux dessins sanguignolants. Il s'appelle Ignace et on le retrouve à la toute fin de l'émission. Voilà. Premier sujet, c'est celui des agressions contre les élus. On parle très souvent des maires, mais en fait, il n'y a pas que. Il y a aussi des élus du Sénat et puis des élus des assemblées régionales qui sont agressés physiquement. On parlera des agressions verbales, on parlera de tout ça. C'est en hausse de manière assez significative d'une année sur l'autre. C'est l'AMF qui le dit, l'Association des maires de France, d'environ 15%. Est-ce qu'il y a des moyens d'arrêter ça? Qu'est-ce que ça dit de la société? C'est tous les sujets qu'on va aborder. Et je cède la parole au petit nouveau, à Thomas White. Thomas. Oui, eh bien, c'est certain qu'il y a une augmentation. Ça, vous l'avez cité, l'AMF le montre bien, une augmentation. Ouais. Je pense que ces augmentations d'agressions contre les maires, ils sont en première ligne, les élus locaux, et ils payent largement pour d'autres. En fait, il y a cette augmentation... Elle a 2 causes principalement, à mon avis, et qui sont très distinctes. D'une part, elle accompagne la barbarisation générale qui caractérise aujourd'hui l'évolution de notre société. Depuis une barbarisation, c'est-à-dire des rapports sociaux, une augmentation, si vous voulez, de la criminalité, de la délinquance qui se voit depuis 20 ans. Xavier Hofer, sur cette antenne, est souvent intervenu là-dessus. Ouais. Et ça, c'est la première cause. C'est des violences qui ne sont pas directement politiques, mais où les élus locaux, comme tout le monde finalement, subissent cette augmentation de la violence dans beaucoup d'endroits. C'est une première cause. Et il y a une deuxième cause qui, cette fois-ci, est plus politique, qui est liée au grippage des mécanismes démocratiques dans notre pays, et un grippage qui vient beaucoup d'en haut, pour le coup, et pour lesquels, là encore, les élus prennent en quelque sorte pour d'autres. Un exemple de ce grippage? Oui, un exemple, on pourrait parler bien sûr de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, et de tout ce qui s'est passé aussi avec au moment du Covid, où les contestations étaient aussi beaucoup étouffées. Mais pour prendre un exemple très récent, et extrêmement préoccupant d'ailleurs, qui vient d'en haut, mais qui montre comment les processus démocratiques sont atteints et comment la liberté de parole est atteinte. Et donc du coup, beaucoup de gens pensent que la violence est un recours, ce qui n'est pas du tout la bonne solution. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a une décision très grave qui a été prise, un colloque à Paris, un colloque d'intellectuels qui se déroulait dans un lieu privé, le colloque organisé par l'Institut Iliade pour honorer la mémoire d'un de ses inspirateurs, qui est l'historien Dominique Vénère, a été interdit moins de 24 heures à l'avance par le préfet de police de Paris sur demande ou en tout cas sur instruction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur,
alors qu'il s'agissait de quelque chose, en reprochant quoi? En reprochant juste que peut-être que les gens pouvaient éventuellement tenir des propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi, peut-être. C'est-à-dire que ça n'est pas encore lieu. C'est comme dans Minority Report. J'entends bien, parce que là, on est dans un cas de censure. Ça s'applique à quoi? Ça illustre, il y a eu beaucoup d'autres décisions qui ont été prises depuis une dizaine de jours. Gérald Darmanin a assumé le fait de dire « je réclame maintenant qu'on interdise tout un tas de manifestations, même culturelles, si tu es plus à droite que lui, grosso modo, sans se soucier des critères juridiques. » Il a lui-même dit ouvertement, ça a été rapporté dans Le Point notamment, devant des parlementaires, il a assumé le fait qu'on allait prendre des décisions d'interdiction sans tenir compte des critères juridiques, et les tribunaux n'auront qu'à rétablir ça. Mais souvent d'ailleurs contrecarré par les juges. Exactement. Mais la question là, c'est les agressions d'élus. Vous pensez que c'est une compensation? Oui, parce que ça bloque, et je vais y revenir. Juste, comment est-ce qu'on peut protéger les élus? Il y a deux manières. Il y a la manière qui consiste à rajouter, entre guillemets, de l'État policier, c'est-à-dire à dire il faut leur mettre plus de protection policière rapprochée, plus de gendarmes localement. Ou alors il y a l'autre solution. C'est le premier réflexe, ça. Le premier réflexe, c'est de se poser la question du point de vue des autorités publiques. Puis l'autre réflexe, c'est du point de vue de simples citoyens que nous sommes. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut essayer au maximum d'utiliser, pour la deuxième violence, en tout cas celle qui vient du blocage institutionnel de plus en plus courant, il faut essayer d'utiliser les outils démocratiques qui existent encore. Par exemple, je reste sur cet exemple, l'Institut Iliade, comment est-ce qu'il a réagi? Des gens auraient pu réagir violemment, ça se serait vu dans d'autres contextes. Ils ont réagi en introduisant 3 recours juridiques, c'est très intéressant. Un recours de plein contentieux pour réclamer d'être indemnisé, c'est le minimum. Un deuxième recours pour attaquer l'instruction ministérielle de Gérald Darmanin, sur laquelle se fondent toutes ces interdictions arbitraires au mépris, ça, c'est encore une fois. Je vous coupe, Thomas, parce qu'on va faire circuler. Et la troisième, je termine, parce qu'elle est très intéressante, et je termine juste là-dessus. Ils ont introduit un recours au pénal contre M. Nunez, contre le préfet, pour mettre en cause sa responsabilité pénale pour discrimination politique. C'est-à-dire qu'ils attaquent un responsable politique, et ça c'est très intéressant, ça permet d'utiliser les recours démocratiques qui existent encore pour essayer de demander aux responsables politiques d'être effectivement responsables. Et ça, ce sont des armes que nous, les citoyens, on peut les avoir en soutenant... on verra à travers ça, mais je veux pouvoir continuer à y croire. Allez-y. Je crois que c'est beaucoup plus grave qu'un simple grippage. En fait, qu'est-ce que ça révèle, ces agressions contre les élus? Ça révèle le fait que les élus, et ça commence par Macron qui décide depuis qu'il est président finalement de s'asseoir avec tous les instruments que la Constitution lui donne, le 49.3, on parlera de l'article 40 ou d'autres articles de la Constitution sur l'expression démocratique. Donc, pour gouverner comme il l'entend. Bon, et c'est un peu fréquemment aussi les élus locaux. Quand on voit comment Hidalgo, en fait, gouverne Paris avec des mesures arbitraires, en permanence, le fait du prince, par exemple, là, elle va bloquer une voie sur le périphérique qui est déjà totalement congestionnée, des travaux incessants, etc. Il n'y a pas que Macron qui gouverne comme ça dans l'arbitraire et dans l'autoritaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les élus, en France, ils ont l'impression que le scrutin, une fois qu'il est passé, leur donne tous les droits, qu'ils ont une sorte de blanc-seing. Et comme il n'y a pas de contre-pouvoir institutionnel, comme il n'y a pas de capacité de révocation des élus en France, au contraire de certaines démocraties, et comme il n'y a pas de démocratie directe via des référendums, vous voyez par exemple, ils ont interdit concrètement avec la complicité du Conseil constitutionnel un référendum sur la question des retraites, et c'est partout comme ça, il n'y a aucun contre-pouvoir à l'élu une fois qu'il est désigné, et c'est trop long, c'est trop long. Oui, mais pardon, là on parle une espèce de saloperie à la tête de l'État pendant 5 ans qui peut se permettre tout ce qu'il veut, malgré le fait qu'il n'y ait pas de majorité au Parlement, ou la même saloperie à la tête de la ville de Paris qui croit pouvoir se permettre tout ce qu'elle veut pendant 6 ans, ça rend les gens dingues. Ah, voilà, et ça rend les gens dingues. Et donc, la violence contre quand on parle de politique, on peut parler de morale, mais il faut essayer de ne pas parler que de morale, parce que sinon, on s'égare dans des concepts filandreux. En l'espèce, là, il s'agit de maires de petites villes. Saint-Brévin-les-Pins, c'est une toute petite ville. Le maire de petite ville, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de mec qui décide d'introduire des migrants, des envahisseurs, d'accord, dans sa commune. Et ça emmerde quand même pas mal les gens. Et il pense que le mandat qu'il a reçu lui permet n'importe quoi. Et tant qu'on n'aura pas de contre-feu, de contre-pouvoir à l'arbitraire des élus pendant tout le temps de leur mandat, c'est-à-dire le pouvoir de révocation et le référendum, eh bien, mais si, je vous écoute parfaitement. En l'espèce, sur Saint-Brévin, si on rentre dans le détail,
il y avait l'accord du conseil municipal, donc il y a quand même une instance délibérative. C'est la même chose, le maire est l'émanation du conseil municipal. S'il n'a plus le soutien du conseil municipal, il est immédiatement viré par son conseil municipal. Et en même temps, il domine son conseil municipal. C'est ça un maire, administrativement et politiquement. Et donc, non, Philippe elle est très longue d'ailleurs, vous avez envie de prendre la parole. Philippe Pasco. Elle est un peu courte. Déjà d'emblée, la violence n'est pas légitimée. Par contre, elle peut s'expliquer. Oui, pourtant, les discours que je viens d'entendre, d'une certaine manière, disaient que, comme il y a le ras-le-bol, on a le droit d'aller insulter le maire ou lui foutre une baffe. Sauf qu'il y a tellement de ras-le-bol au niveau de certains élus qui sont en haut de la pyramide, qu'on ne peut pas atteindre, eux. Et là, je suis d'accord avec Serge, ce qu'il disait, il y a des gens qui abusent comme Macron, comme Hidalgo, comme d'autres, qui font d'une oligarchie personnelle, entre guillemets, pour soi-disant gérer tout le monde sans leur demander leur accord. La personne d'en bas, elle ne peut pas taper sur l'élu d'en haut. Elle se rattrape sur l'élu d'en bas. Parce que tous les élus ne sont pas pourris, il ne faut pas pousser. Le petit maire qui se défonce dans sa commune, il n'est pas pourri. Le petit conseil municipal qui n'a aucun intérêt. Pourquoi on l'insulte? Parce qu'aussi c'est devenu une merde, on ne peut pas insulter en haut. On en a tellement marre. On en a tellement marre de ces élus, entre les mecs corrompus, que les gens mettent tout dans le même sac, et que l'élu d'en haut qu'on voit corrompu, qu'on sait corrompu, eh ben on dit que l'élu d'en bas, il y est aussi. Mais qu'est-ce qui... Alors, ok, j'entends bien cette colère en cascade qui, faute de, tape sur l'élu. Mais est-ce qu'il y a des solutions pour que les gens reprennent leur sens? La solution, c'est d'avoir des élus honnêtes. La solution, c'est d'avoir des élus qui écoutent leur population. La solution, c'est de pas d'avoir des mecs qui sont dans leur tour d'ivoire, qui décident pour tout le monde, et qui nous mettent 2 ans de plus. Ville, par définition, et pas dans sa tour d'ivoire. C'est le type qu'on croise au bistrot du Les gens font pas la différence. Les gens font pas la différence. Quand les Français sont des crétins. Oui. Ah bah, je suis pas d'accord, Francis. Moi, je fais pas une émission pour des crétins. Hein, croyez-moi, c'est pas le sentiment que j'ai en plus. Globalement, les Français sont des crétins. Ils remettent en place des mecs qui sont pourris depuis 20 ans. Comment ça se fait qu'on a encore revoté pour Balkany? Comment ça se fait qu'on a revoté pour Guérini? Pour Balkany, la réponse est claire. Les Levalloisiens, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ils étaient très contents. Ben on est bien d'accord, c'est bien ce que je suis en train de dire. Oui. Donc on veut des élus honnêtes, mais pas le sien. Parce que le sien, tu comprends, je le connais. Il connaît mes enfants, il parle, etc. Balkany, tout le monde savait. Mais tout le monde était content de Balkany. Donc, je ne voudrais pas que ce que j'ai dit tout à l'heure soit interprété comme une légitimation de la violence, parce que c'est tout le contraire. Moi, je dis que je ne suis absolument pas pour la violence, je pense que c'est une très mauvaise option. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message, c'est qu'il faut qu'en tant que simple citoyen, à notre échelle, on utilise tous les leviers qu'on a de démocratie qui existent encore ou qui fonctionnent encore, ou qu'on essaye de les refaire fonctionner quand ils sont grippés. Alors, la justice, c'est une voie, il ne faut quand même pas la négliger complètement. Il ne faut pas dire tous pourris dans la justice, c'est comme tous pourris. Voilà, exactement. Il y a des juges qui sont d'une grande probité, il y en a qui ne le sont pas tous, c'est vrai, il y a des juges qui sont politisés, ça existe, mais enfin, il faut utiliser tous ces leviers, ça peut être aussi des leviers citoyens, il faut soutenir les associations citoyennes qui s'engagent, je citais l'Institut Iliade qui va faire des recours, on peut le soutenir, mais il y a des tas d'autres qui sont engagés dans le milieu associatif, et bien sûr, j'allais dire aussi, se remettre à voter, parce que 60% d'abstention, il ne faut pas non plus s'étonner qu'on ait des élus qui ne soient pas toujours au niveau derrière. 90% pas certains endroits. Parfois, oui, absolument. Alors, François Martin. Je ne partage pas trop ce qui a été dit, je partage ce que dit Serge en disant que c'est beaucoup plus grave que simplement un problème d'élus. C'est à mon avis pas un problème d'élus, c'est pas un problème d'agression, c'est plus grave que ça. Nous avons une société qui depuis des années dénature et détruit ses propres symboles. Ses propres symboles. On détruit son histoire, on détruit le symbole de la famille, on enlève les statues, on refait l'histoire, etc., etc. Or, une société, ce ne sont pas les policiers ou les gendarmes ou l'armée qui tient une société. C'est la sacralité des symboles. On ne touche pas. Un élu, on ne touche pas. Un policier, on ne touche pas. Un pompier, on ne touche pas. Un médecin, on ne touche pas. Voilà. Il y a des symboles sacrés qu'on ne touche pas. À partir du moment... On les touche. Non. Parce qu'en l'espèce... Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où l'État dénature ses propres symboles, parce que c'est un État faible, qui est vendu au lobby... Je pense que c'est... Non, je pense que c'est l'État qui dézingue son propre système symbolique, et vous avez un système qui n'a plus de symbole et qui est donc désacralisé. On peut s'attaquer à n'importe qui, et à ce moment-là, l'agression contre les symboles contribue à la désacralisation du système et à la barbarisation, pour reprendre le mot. Donc je pense... Attends, je termine juste. Je pense que la gravité fondamentale, elle est là. Elle est là.
Voilà. Alors après, il y a des comportements individuels qu'on peut expliquer, mais au départ, je pense qu'un État qui dénature volontairement ses propres symboles pour pouvoir dire à l'oligarchie qu'il dirige, voilà, je me fais votre prostituée, pour dire les choses comme ça, un État comme ça ne peut plus tenir. Et en fait, l'État est coupable, à mon avis. C'est la manifestation de quelque chose. Mais bien sûr. Et il faut resymboliser la société. Un exemple type, le général de Gaulle passait son temps à symboliser. Il symbolisait l'État, il symbolisait la politique étrangère, il symbolisait. Donc, il donnait du sacré. Aujourd'hui, l'État dans lequel nous sommes contribue à désacraliser tout ce qu'il peut. Je comprends. Serge Federbusch. Comme une méthode de gouvernement. C'est ça qui crée ce syndrome. Voilà. Je voudrais simplement revenir un peu sur l'attitude de Darmanin. Parce qu'il faut, effectivement, il s'assoit d'avance sur les décisions de justice. En gros, il frappe le premier coup, même si c'est annulé ensuite avec les procédures de référé, ça arrive peut-être parfois un peu tard. Bon. Et puis, c'est pas toujours annulé, parce qu'il y a des juges aussi qui embrayent, qui trouvent légitime de censurer. Ils ont tous oublié qu'ils étaient Charlie, ces gens-là. Ils défilaient tous pour Charlie, et maintenant, la liberté d'expression, ça n'existe plus. Bon. Mais Darmanin, dans cette opération, il fait de la com'. D'accord, c'est de la pure démagogie. C'est-à-dire qu'il essaie de se préparer pour 2027 et il essaie d'ouvrir un espace, de montrer à la fois qu'il incarne l'autorité, la lutte contre l'immigration, etc., la situation aux Comores, enfin à Mayotte, voilà. Et puis d'un autre côté, il veut malgré tout ratisser un peu sur sa gauche en disant, vous voyez, moi je vous protège de la véritable extrême droite en leur tapant sur la gueule dès lors qu'ils veulent organiser un colloque ou n'importe quoi, j'interdis. Donc, cette situation, elle est très liée aussi aux ambitions personnelles de Darmanin, ce sinistre personnage, d'accord, dont il ne faut pas oublier qu'il est quand même à 100%, qu'il est un traître absolu, hein, la façon dont il a trahi Christian Van Est quand il était à Tourcoing. Ça serait bien que vous l'interrogiez un jour pour savoir quel crapule absolu est Darmanin. En tout cas, ce gars-là se sert de cette situation comme d'un tremplin et comme d'un instrument de politique pour sa promotion personnelle. C'est corollaire de ce que je dis. Philippe Pascot. On a quand même un peu dévié la question. Darmanin, je veux même pas en parler, parce que plus on en parle, plus ça lui fait de la pub. Donc ce sinistre personnage, et je suis d'accord avec Serge, basta, vivement le suivant. Il y a quand même l'expression d'un ras-le-bol populaire quand on arrive à taper sur les élus, quand on arrive à taper sur les médecins, c'est vraiment que le peuple n'en peut plus. Et que tout à l'heure, j'entendais François qui me disait, quand on détruit les symboles, moi je veux bien qu'on détruise pas les symboles, mais à condition que les symboles soient respectables. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est respectable? À partir du moment où ces gens-là ne sont pas respectables, pourquoi on les respecterait? Pourquoi on les respecterait? Et malheureusement, on est dans un système pré-révolutionnaire, je te signale quand même. Et malheureusement, les gens n'ayant pas forcément aujourd'hui. Malheureusement, les gens n'ayant pas forcément le discernement, entre guillemets, entre la grosse crapulerie et le petit élu, ils tapent sur le petit élu. Parce que le petit élu, ils l'ont à proximité. Parce que le petit élu, on le voit. Alors que les autres, on ne les voit pas. On subit ce qu'on soit. On ne touchait jamais au maire. Mais à une époque, on ne touchait jamais un instituteur. À une époque, on ne touchait jamais l'instituteur. L'instituteur, moi j'ai connu à cette époque-là, où l'instituteur c'était une référence, c'était un métier. Ça fait partie des symboles. C'était un métier. Mais je dis, est-ce que c'est respectable? Et bien comme c'est pas respectable, et comme on a mis dans l'éducation, parce qu'on pourrait en parler, une déconstruction de l'éducation, et bien l'instituteur et le professeur des écoles, c'est uniquement un consommateur. Moi je me fais... La réponse à quoi? À ça c'est quoi? Parce que, pardonnez-moi, il n'y a plus de sacré, donc on va remettre du sacré. Mais un peu plus de démocratie directe. Alors là je suis d'accord, il n'y a pas de RIC en France. Voilà. Pour que les gens n'aient pas le droit de s'exprimer tous les 5 ans et qu'ils puissent, si un élu déconne complètement, le virer. C'est tout. Voilà. Il faut aussi autre chose, c'est que les élus et l'État assument sa propre autorité, ce qu'il ne fait pas. Regardez par exemple tout ce qui a été fait à l'époque de Black Lives Matter. Regardez, c'est l'État qui a organisé le Black Lives Mattering à l'intérieur du territoire français, lui-même. En fait, je pense que l'État est très faucheton et particulièrement vicieux, parce qu'en fait, il met en place depuis longtemps, ça c'est une particularité de Macron à mon avis, un espèce de système pré-révolutionnaire, si je puis dire, en laissant créer le mécontentement, etc., parce que ça lui permet de resserrer autour de lui essentiellement les bourgeoisies de l'Ouest parisien qui sont... Un État pré-dictature, je veux bien. Mais pré-révolutionnaire, non. La révolution, c'est l'étape, c'est le vestibule de la dictature, très souvent. Ça permet de verrouiller. Mais bien sûr, c'est ce qui s'est passé.
va quand même dire que c'est... Non, mais il joue de ça. Mais si on peut pré-révolutionnaire en France. Tu as oublié l'épisode de la dictature sanitaire dans lequel on avait donc évolué pendant 1 an et demi. Ouais, ça a été une suspension complète des libertés publiques avec l'aval des juridictions. Qui continue, Serge. Donc, voilà, qui continue. N'oublions pas qu'on a remis les infirmières, mais la suspension. Des tas de lois qui continuent. Ça a été très discuté, cette histoire de remettre les... qui continuent de distiller leur poison sur la liberté de rassemblement. C'est quoi, pardon? C'est plus de justice? Non, c'est plus de démocratie directe pour que le peuple puisse s'exprimer, pas seulement une fois tous les 5 ou 6 ans. Si on pouvait virer Hidalgo... Bon, parce que, par exemple, au moment de la crise des ordures ménagères, là, elle a été complètement démago. Elle a dit, allez-y, les petits gars, vous pouvez faire grève. Et puis, d'un autre côté, elle chouinait en disant, oui, c'est pas bien cette saleté. Bon, c'est une abomination, cette femme et cette municipalité. Je pense qu'aujourd'hui, tous les bourgeois qui sont allés voter à Carnac plutôt qu'aller voter à Paris, parce qu'ils préféraient voter dans leur résidence secondaire, ils se répatrieraient peut-être à Paris pour aller voter. Et puis, les gens réalisent maintenant de quoi il s'agit. Mais on ne peut rien faire contre elle jusqu'en 2026. D'accord? Bon, et donc c'est catastrophique cette situation. Mais là aussi, il faut qu'on élargisse un petit peu. Il faut surtout qu'on vire tous les élus, entre guillemets, qui jouent les dictateurs. Et il y en a aussi bien à droite qu'à gauche. Mais pardon, on est dans le cadre de la démocratie. La démocratie, c'est des rendez-vous électoraux. En France, on a la représentative. C'est pas la démocratie. Je le dis à chaque fois, mais le remplaçant de Valls, il est élu avec 0,9 électeurs sur 10. Les gens ne vont plus voter. Mais tout est fait des électeurs. Mais tout est fait pour que les gens n'aillent pas voter. On parlait par exemple de Darmanin. On peut aller voter librement en France. Darmanin. Moi, je veux bien, messieurs, mais connaissez-vous les pays où on ne peut pas aller voter? Oui, je les ai fréquentés. On va voter un dimanche, on y va tous en famille, on ne risque rien. Toutes les dictatures ou presque maintiennent des votes au moins factices. Toutes. Il n'y a aucune dictature qui se dispense de vote. Deuxièmement, je voudrais rebondir sur ce qui se passe. On n'a pas envie d'aller voter aujourd'hui. On n'a pas envie. Parce qu'il n'y a aucune, aussi bien à droite qu'à gauche, et je pèse mes mots, aussi bien à droite qu'à gauche, on n'a aucun représentant auquel on croit aujourd'hui. Aucun. Pardon, on va conclure parce qu'on a débordé de 2 minutes. Tourcoing, la démocratie telle qu'elle s'exerce par exemple à Tourcoing ou Roubaix, dans le nord de la France. Tu prends 100 personnes qui vivent sur un territoire. Tu vires tous ceux qui sont clandestins. Tu en as déjà une grosse partie. Qui sont pas oui, mais justement, qui sont clandestins, qui ne sont pas nationaux, d'accord, qui sont abstentionnistes, qui sont mineurs, et au total, tu arrives à, tu sais combien ils vont voter sur 100 personnes qui vivent dans un espace? 3. C'est-à-dire que les mecs qui sont élus aujourd'hui dans ces coins-là, ils sont élus par 3% de la population qui vit d'entendre que vous souhaitez le vote des clandestins. La démocratie, non, pas du tout. Moi, je souhaite qu'on les vire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la démocratie est complètement viciée, corrompue et grippée parce qu'elle n'est pas suffisante, elle n'est pas suffisamment directe, et parce qu'aujourd'hui, il y a un tel désintérêt vis-à-vis de la chose publique qu'ils n'ont plus de légitimité. On n'a pas de légitimité quand on est élu par 3% encore électoral qui représente 3% en réalité de la population qui vit sur un territoire. Ok. J'entends. François Martin, un mot. L'État est légitime quand il assume 3 missions. L'ordre, la justice et la défense de ses frontières. Aujourd'hui, l'État n'assure ni l'ordre, ni la justice, ni la défense de ses frontières. Donc il est considéré comme illégitime. Donc ces symboles sont attaqués parce qu'ils sont considérés comme nuls et non avenus. Alors on va conclure sur ce sujet, mais moi, si je peux me permettre ma petite conclusion personnelle, c'est si c'est ça le boulot qui fait qu'on va arrêter de mettre le feu aux bagnoles des élus, on en a pour des années avant de le retour au respect. Et il faut d'abord changer la tête pour que dans le logiciel du chef, il y ait l'idée que l'État et la nation, ça veut dire quelque chose. Rendez-vous en 2027. Il a intérêt au bord. Rendez-vous en 2027 avec des bons candidats. Allez, dans quelques secondes, on se retrouve pour le deuxième sujet. C'est chaud, hein, vous avez vu? On continue quand même. À tout de suite. Rebonjour. Nouveau rebondissement dans l'histoire de la réforme des retraites. Alors, je résume. Le groupe LIOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire, qui est en fait un groupe composé d'anciens socialistes, d'anciens macronistes, d'élus corses, d'élus d'Outre-mer
et j'ai l'impression d'en avoir oublié. Mais vous voyez, c'est un groupe qui est extrêmement disparate, qui en fait est fait pour que ces députés aient des créneaux pour proposer des lois, mais on propose la loi suivante qui reviendrait en arrière pour revenir de 64 à 62 ans. J'espère que je suis clair. Le gouvernement, évidemment, s'y oppose. Il y a quantité d'arguties juridiques, dont l'un qui est l'article 40. L'article 40 disant qu'un projet de loi ne peut pas instituer de nouvelles charges pour l'État ou retirer des ressources à ce dit État. Mine de rien, cet article 40 que nous venons de découvrir, Serge me dit que non, donc j'ai dit des bêtises, il va les rectifier. C'est pas un projet, c'est une proposition. C'est une proposition, absolument. C'est une proposition de loi. Autant pour moi, Serge. Je ne sais plus de ce que je voulais dire, du coup. Mais globalement, ce projet va être mis en délibéré. Il y a un certain nombre de passages obligés. La commission des finances, la commission des affaires sociales. La question, c'est est-ce qu'il est légitime de déposer ce projet de loi? Est-ce qu'il est encore temps? Ou est-ce qu'en fait, la France doit passer à autre chose? Philippe Pascot. Déjà, l'IOT, c'est pas un ramassis de n'importe quoi. Je n'ai pas dit ramassis, j'ai dit un groupement. Ça peut laisser. C'est juste des gens qui ne sont pas d'accord, aussi bien avec ce qui se passe à droite que ce qui se passe à gauche à l'Assemblée nationale, et ils se remettent ensemble. Je connais bien M. de Courson, et c'est quand même quelqu'un de très très honnête par rapport à d'autres élus. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, et la réalité des faits le prouve. Moi, j'aime bien les discours et j'aime bien les faits. Pourquoi le gouvernement a peur par rapport à ce texte de loi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont en minorité. Et que la peur, pourquoi ils sortent l'article 40 et qu'ils dégainent le fameux article 40, c'est qu'ils ont peur que ça passe. Ils ont tellement peur, et ils ont fait leur compte, ils ont été jusqu'à menacer des élus corses par rapport à cette proposition de loi. Et il a juste peur, ils sortent cet article 40, qui est l'article bateau qu'on peut ressortir, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec les chiffres, en disant, ben voilà, on va manquer d'argent si on fait ça, on va en avoir plus, et donc on ne peut pas le faire. Et donc c'est anticonstitutionnel. Encore une fois, ils ont la trouille, et ils sortent n'importe quoi pour que cet article cette proposition de loi ne passe pas. Et elle est justifiée. Même si l'article 40, pardon, là, Philippe, l'article 40 que je ne connaissais pas, d'ailleurs cette séquence politique, c'est quand même la grande découverte de la Ve République et des lois et de toute la Constitution mise en place par Michel Debré, mais depuis 1993, cet article a été actionné 25 fois. Oui. Donc c'est pas un article qui sort de nulle part et qui ne sert à rien. Le 49.3, il a utilisé le nombre de fois. Et celui qui a le plus utilisé le 49.3, c'est un type qui s'appelait Michel Rocard. Oui. Donc il n'y a pas de souci. Là, le problème, c'est qu'il y a une médiatisation de plus en plus importante de tous les faits et gestes de n'importe quoi et que maintenant, ça se sait. Et vous pensez que ce qui motive l'État, c'est la trouille de devoir revenir en arrière? Ce n'est que ça. D'accord. Ce n'est pas autre chose. Ils ont peur. S'ils n'avaient pas peur, ils iraient au combat. Ils iraient au combat, ils feraient voter. Mais ils savent pertinemment, ils ont fait leur compte, qu'il y a encore plein d'élus, même macronistes, qui risquent de rejoindre sur ce texte la proposition Liot. Ce qui, donc, pour autant, d'ailleurs, je l'ai appris en travaillant ce sujet, ne remettrait pas forcément en cause la loi qui a été votée. Sauf que les gens qu'on a au gouvernement aujourd'hui sont des gens très orgueilleux. Ce sont des gens qui sont tellement imbus de leur personne que le peuple étant comprenant rien, ils ont tout compris. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir quelque chose qui met de l'ombre à ce qu'ils ont déposé. Donc c'est uniquement ça. Oui, moi je ne crois pas que ça les inquiète outre mesure. Bon, l'article 40, ça existe depuis longtemps, c'est pour éviter que dans leur démagogie, les parlementaires votent sans arrêt des mesures qui sont budgétivores, enfin qui leur permettent d'arroser les circonscriptions, etc. Ça a été pensé par De Gaulle et Debré, et c'est pas complètement inutile. Ça empêche effectivement les élus, les propositions de loi, les projets de loi, le gouvernement peut toujours proposer de dépenser de l'argent supplémentaire. Bon, je ne crois pas que ça les inquiète outre mesure, parce que ça ne serait pas un très bon symbole si c'était voté par l'Assemblée nationale, c'est sûr, mais à mon avis, ils n'en ont rien à foutre, parce que de toute façon, la proposition de loi serait rejetée au Sénat. D'accord ? Donc, et en plus, comme ensuite ils ont la maîtrise de la commission mixte paritaire, qui en fait est une espèce de jeu où on va de l'Assemblée au Sénat pour savoir si on se met d'accord sur un texte, puisque c'est le Premier ministre qui maîtrise ça, sauf s'il y a un accord des deux présidents des deux assemblées depuis Sarkozy en 2008. Et donc, en fait, il y a une chance sur
100, peut-être moins, que ça passe. Bon, c'est symboliquement, ça serait symbolique. Ça pourrait relancer un petit peu les manifs. Ça pourrait relancer un petit peu les manifs, mais je pense qu'il y a quand même peu de chances que ça soit adopté. Ils vont peut-être utiliser l'article 40. Mais c'est une sorte de leurre, ils s'en foutent. Moi, ce que je crois, c'est que c'est mort, cette histoire de retraite. Ils ont gagné, d'accord, c'est voté. Bon, et le prochain débat, bon, ils ont peur d'autre chose qui peut surgir à n'importe quel moment, une connerie racontée par Darmanin ou par Macron qui mettent à nouveau le feu aux poudres. Mais je pense que d'une certaine manière, ce combat des retraites, ils l'ont gagné parce que les syndicats, en entamant le grand refrain de la contestation bidon de la manif tous les 15 jours à telle heure, tel endroit, eh ben, ça n'a jamais mené à rien depuis mai 68 et ça mènera jamais à rien. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, ça serait pas forcément très bon, ça peut relancer la contestation dans la rue, et puis ça érode peu à peu leur légitimité. Mais il n'y a pas péril en la demeure pour eux. François Martin. Et ensuite, ce sera Thomas. Je pense que derrière la question technique de l'article 40, que je ne connais pas très bien, il y a un jeu politique. Le jeu politique, ça consiste à mettre des pierres dans le jardin du gouvernement, d'en jeter des pierres, même s'ils refusent. Avec l'article 40, ça permettra de redire une fois de plus, vous voyez, vous avez un gouvernement autiste qui n'écoute pas les Français, qui n'écoute pas les élus, etc. Donc donner petit à petit, pousser... Ça participe de la désacralisation dont vous parliez tout à l'heure. D'une certaine façon, mais là, on est dans le jeu, je dirais, normal des assemblées. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que, en fait, de casser progressivement l'image du gouvernement. C'est ça l'idée. De le pousser dans le coin. Ils ont peur de compter les élus qui vont se casser. Ils ont peur de compter les élus qui voteraient cette loi. Et ça, pour eux, c'est pas bon. Parce que s'ils étaient courageux... Serge est d'accord avec vous, sauf que Serge dit que c'est pas grand-chose. S'ils étaient courageux... Et puis après, on va Thomas. Moi, ce que je crois, c'est la vraie échéance, c'est à la fin de l'année, au moment où il y aura le vote du budget. Parce qu'ils n'auront pas de majorité, ils vont être à nouveau obligés d'utiliser le 49.3. Sauf que là, les LR, ils ont été, malgré tout, pour certains d'entre eux, obligés de voter la réforme des retraites parce que c'était dans leur programme, tandis qu'à la fin de l'année, avec la montée du mécontentement et de l'impopularité normale de tout gouvernement, bon, ils auront forcément un prétexte dans une loi de finances qui est un truc très global, où il y a plein de dispositions, pour voter la censure. Le vrai rendez-vous, à mon avis, c'est pas là encore, ça sera plutôt à la fin de l'année, où là, il y a un risque majeur de vote de la censure, parce que la dernière fois, c'est passé à 9 voix, c'est pas grand-chose sur le 49.3 sur les retraites. Mais là, si les LR continuent de voter pour soutenir Macron d'une manière ou d'une autre, ils sont morts, ils disparaîtront dans le macronisme. Et comme le macronisme... Tu as été élu comme moi. Oui, donc je sais pertinemment que la seule chose qu'on ne peut pas faire quand on est élu, c'est de ne pas voter le budget. Donc le fait que... Je pense qu'il y aura une censure à la fin de l'année. Je pense qu'il y a plein d'élus qui, au contraire, veulent se coucher parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité, en plus, et ça serait intéressant, ça aurait été intéressant de leur donner la possibilité sur le texte de Liot de voter contre. Parce que ça permet à un élu de dire « Ah bah tiens, je peux le faire ». Et là, il y aurait eu plus de gens sur le budget qui n'auraient pas voté. Là, j'ai peur que sur le budget, et tu le sais comme moi, le seul truc que tu ne peux pas faire dans un conseil municipal ou dans un gouvernement, c'est de ne pas voter le budget. Quand tu ne votes pas le budget, tu es hors du parti. Mais bien sûr, mais il y aura une motion de censure votée par les LR. J'y crois pas. Je pense. Je pense que c'est probable. C'est pas sûr, mais c'est probable. Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le gouvernement utilise depuis quelques mois tous les outils que la Constitution lui donne, le 47.1 de la Constitution, le 49.3, maintenant l'article 40. Bon, mais d'une certaine manière, ça, c'est le fonctionnement normal des institutions. Finalement, le gouvernement expérimente depuis un an quelque chose qui est plutôt normal démocratiquement, c'est plutôt avant que c'était presque anormal, ou en tout cas choquant ou gênant, c'est que pour une fois, le gouvernement, depuis un an, a une véritable opposition. Alors certes, elle est divisée en deux blocs qui sont radicalement antagonistes, mais il a une opposition dans le sens où il a une majorité qui est très, très limitée. Effectivement, il y a eu une motion de censure qui est passée à 9 voix près, c'est très serré. Et c'est quelque chose qui est quand même nouveau et plutôt positif, et plutôt un signe d'espoir quand même, parce que je rappelle que pendant 30 ans, avant la législature actuelle, on a eu un parti politique, en l'occurrence le Front National devenu RN, qui faisait des scores de 15%, 20%, puis 30, 33% même en 2017, et qui n'avait aucun ou quasi aucun représentant à l'Assemblée nationale. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, ils en ont quasiment aucun au Sénat. Donc l'anomalie démocratique demeure, mais ça s'est un peu corrigé. En soi, c'est
un aspect un peu positif, quand même, un motif d'espoir. Et alors le gouvernement, il est obligé de composer avec ça. Alors il a mis un peu toutes ses forces dans cette bataille sur la retraite, puisqu'il a utilisé, justement, il a commencé par utiliser une loi de finances qui lui permettait d'utiliser le 47.3 pour réduire considérablement, le 47.1, pardon, de la Constitution. Donc effectivement, on découvre tous les articles au fur et à mesure, qui lui permettaient de compresser le débat seulement sur 20 jours, ce qui fait que beaucoup d'articles n'ont même pas été votés, notamment le fameux... Ça, c'est aussi dû au fait que la NUPES a voté moult et moult amendements avec une stratégie d'obstruction. Et il y a ensuite il y a effectivement une question de qualité de l'opposition, parce qu'on voit avec la NUPES que malheureusement on a une opposition, et ça même les syndicats de gauche pourtant s'en sont plaints, en disant que cette opposition n'était pas qualitative, parce qu'ils ont mis tellement d'amendements, ils ont créé de l'obstruction, qu'il n'y a même pas eu de vote effectivement sur le passage de 62 à 64 ans. Mais du coup le gouvernement utilise toutes ces techniques. Alors l'article 40 lui-même, c'est un article qui quand même a déjà été contesté par le passé, parce qu'il gêne beaucoup. Je sais qu'en 2007, la commission Balladur avait demandé qu'est-ce que supprimer. On voit que la richesse de la boîte à outils conçue par Michel Debré, elle est assez géniale pour gouverner. Parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire pour éviter que ça dérape. Permet à un gouvernement, même minoritaire, avec une majorité très limite, de continuer à gouverner, effectivement. Mais est-ce que c'est pas finalement un peu ça la démocratie, à la fois la négociation, mais il faut bien que l'État continue à fonctionner. Une seule question, est-ce qu'à un moment ou un autre, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale prêts à voter une motion de censure dans le cadre d'un 49.3 ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe ? Il paraît que non, et je l'ai déjà vu. Mais non, tu sais pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi s'ils ne le voteront pas ? Oui. Parce que s'ils votent la motion de censure, il y a donc dissolution de l'Assemblée nationale, d'accord ? Voilà. Et les élus que je connais bien, mais si forcément, que je connais bien, pour le budget, ils peuvent pas faire autrement. Que je connais bien, ont tous la trouille de ne pas retrouver leur mandat. Donc à partir de là, je vais te citer la dernière motion de censure de gauche. La dernière motion de censure qui a été faite par les mecs de gauche, je me rappelle très bien, avec Michel Pujol, etc. Il leur manquait 3 signatures. Je les ai appelés. Dit, t'inquiète pas, les 3 signatures, je peux te les avoir. Pour présenter la motion, oui, pas pour la voter. Rien que pour la présenter. Bon, ils étaient loin de rien que pour la présenter. Je vous dis, vous inquiétez pas, les 3 élus, je les ai, je leur téléphone, ils vous donneront la signature. Non, on n'en veut pas, c'était un mec du RN, c'était Jean Lassalle, c'était Nicolas Dupont-Aignan. Ils ne veulent pas de la motion de censure. La motion de censure, les élus te disent qu'ils vont le faire, te dire qu'ils vont la déposer, mais ils ont tellement la trouille de perdre leur mandat qu'ils le feront pas. Alors, fais leur bouche, réponse. D'abord, on a quand même le cas précédent de 9 voix, c'est pas passé loin. Deuxièmement, la question est simple, c'est est-ce que les députés LR sont prêts à voter la motion de censure ou pas ? Et donc, attends, mais si jamais ils se font absorber par le macronisme qui est lui-même de toute façon déliquescent, le risque d'être complètement pulvérisé à la prochaine élection législative est extrêmement fort, encore plus fort que le fait de se désolidariser de Macron. Mais c'est des gens qui ont à peu près 45 ans en moyenne, ils ont besoin de croûter, je vais être extrêmement terre-à-terre, jusqu'à 85-90 ans, donc on a beaucoup qui pensent quand même un peu le coup d'après et qui se disent et qui font un arbitrage entre la possibilité, la certitude d'être battu s'il continue de trop coller à Macron et la possibilité peut-être d'être réélu si jamais il s'en dissocie. Et c'est pour ça qu'Aurélien Pradier et des tas de gens qui sont plus jeunes se disent « moi je m'en dissocie maintenant ». Parce que je vais être extrêmement cynique. Ils sont ni pour ni contre Macron, ils en ont rien à foutre, ils sont pour leur gueule, d'accord ? Et donc, ils se dissocient de Macron actuellement. Ils peuvent être tentés de se dissocier de Macron pour préserver l'avenir, parce que Macron, de toute façon, il est foutu, il n'existera plus en 2027, et tous les gens qui gravitent autour de lui disparaîtront avec lui. C'est tout. François Martin. Ils ne disparaîtront pas forcément avec lui, parce que ce qu'il y a en filigrane de tout ça, et je suis d'accord avec Serge, c'est la soupe, en fait. En filigrane de tout ça. Donc, en fait, c'est là-dessus que joue le gouvernement en se disant, ils mettent des postures d'opposition, mais en fait, ils iront pas jusqu'au bout. En fait, c'est des rhinos. Le rhino aux États-Unis, c'est le Republican in name only. C'est-à-dire, c'est les républicains qui ont une forme de républicain, qui ont un discours de républicain, mais qui, à l'intérieur, votent avec les démocrates. Parce qu'ils votent le fric des... comment ça s'appelle oui, c'est l'histoire de la pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Donc, la plupart, ce que pense le gouvernement, et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est est-ce qu'il y aura
réellement une vraie opposition qui va se fabriquer à l'intérieur de nos assemblées, ou est-ce qu'ils vont continuer à faire semblant parce qu'ils vont se dire, comme dit Serge, il faut rester, c'est là qu'on est, faut garder. Si je m'en vais, je sais pas où je vais, quoi. Hein, c'est Philippe qui dit ça. Oui, mais Serge l'a dit aussi. Ah bon, ça bien. Serge et Philippe. Thomas White. Une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le gouvernement a mis comme ça toutes ses forces dès le début du mandat, en plus, dans cette bataille spécifiquement sur la retraite. Parce que là, effectivement, il s'est donné tous les outils pour faire passer, malgré une majorité très, très limite. Mais finalement, ce n'est pas forcément le sujet le plus important, la question des retraites. C'est important, il faut le financer. Pardon, mais il y a pas mal de gens qui ont souligné ça, et je suis assez d'accord, que ce soit récemment, j'entendais Jean-Claude Jancovici qui parle souvent de la question d'énergie, qui disait je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a mis les retraites alors que la question énergétique, selon lui, c'est son dada, mais il n'a pas tort, est plus importante pour assurer l'avenir sur le temps long. Même Jacques Attali, nous sommes tous, je pense ici, à l'opposé total avec lui, lui-même était étonné de ce sujet, et moi aussi, c'est pas forcément le sujet le plus important. Du point de vue de certains écologistes, c'est la question écologique la plus importante. De mon point de vue, Thomas, attendez, pas tous à la fois. On laisse aller jusqu'au bout. On parlait tout à l'heure de la barbarisation de la société, de que faire pour empêcher que ça se continue et que la violence contre les élus, mais contre toute la population, continue d'augmenter. Ça, c'est peut-être un sujet qui, de mon point de vue, aurait été plus urgent. Dans tous les cas, il y a beaucoup de sujets. Pourquoi la question des retraites, qui reste un sujet, évidemment, c'est ultra polémique et ça a mis, les syndicats se sont mobilisés, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue, mais ça reste un sujet, entre guillemets, technique. C'est pas un sujet de révolutionnaire. Pourquoi est-ce que c'est là-dessus qu'ils ont mis toute leur vie et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après et adopter comme thème après? Ils cherchaient un sujet un peu polémique, et ça l'était, ça incontestablement, mais où les LR seraient contraints, au moins majoritairement pour la majorité d'entre eux, de voter pour eux. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce sujet, c'est tout. C'est un petit calculateur cynique, Macron. Rien d'autre. C'est aussi des questions budgétaires quand même. C'est aussi pour répondre à des... Ils ont cramé 460 milliards d'euros avec leurs mesures sanitaires, et les retraites, c'est 50 à 60 milliards d'euros sur 10 ans. C'est aussi pour répondre à des exigences européennes que ils ont les retraites. Et maintenant dire que la retraite, c'est pas... Et dire que la retraite, c'est pas importante, excusez-moi vous trois, mais allez en parler au petit éboueur qui est dans la rue. Mais non, c'est un sujet pour les gens. Quand tu travailles pendant 47 ans et que tu vas toucher 800 € et qu'on te donne 2 ans de plus à bosser, excuse-moi, pour la majorité des gens, c'est un problème. Il y a 70% des gens qui ont hurlé. On s'arrête là-dessus, on a un troisième et dernier sujet. Merci Philippe. En plus de recentrer le débat là-dessus, ça me plaît beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Bonjour, troisième et dernier sujet. Pendant les coupures, ça fight, mais ça rit. Alors, la récente autorisation par Joe Biden de la vente de F-16. Alors, le F-16, c'est un avion américain extrêmement polyvalent, produit à 4500 exemplaires dans le monde, un best-seller, on va dire, de l'armement. Cette récente autorisation permettra sans doute à la Pologne et aux Pays-Bas de fournir des F-16 à l'Ukraine. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que c'est un pas vers l'abîme, c'est-à-dire vers rentrer en co-belligérance, ou est-ce que c'est une aide assez simple et la continuité de l'escalade à fournir des armes de plus en plus sophistiquées à l'Ukraine pour qu'elle puisse faire sortir la Russie de son territoire? Et je cède la parole à François Martin. Oui, je pense ni l'un ni l'autre en fait. Je pense que c'est en grande partie un effet d'annonce. Oui. Je pense que les Américains feront tout pour ne pas les livrer. C'est pas eux qui vont les livrer. Hein, non, mais je pense qu'on ne les livrera pas ou qu'on retardera pour plusieurs raisons. Oui. 2 raisons essentiellement. La première, c'est la formation des pilotes. C'est qu'il faut former des pilotes. C'est extrêmement difficile de former des pilotes sur les avions. Un pilote, c'est un grand pianiste. Et changer d'avion, c'est-à-dire on lui livre un autre piano avec les touches, avec les graves à droite et les aigus à gauche. Donc en fait, je termine. Il va apprendre, mais le jour où il a un problème parce qu'il est dans un combat ou dans une manœuvre, etc., il va retrouver ses réflexes anciens. C'est extrêmement difficile de
construire une formation longue et complexe sur l'avion qu'on a d'habitude. Même si les experts ce sont des disent militaires que ça qui prend m'ont 4 expliqué mois. ça. Ça prend 4 mois. Ça prend avec 4 les mois, mais simulateurs. après on garde ses réflexes. C'est ça le problème. Okay. Ce sont des militaires et des aviateurs qui m'ont expliqué ça. Ça ne sera pas livré parce que les pilotes ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts, et puis le risque... Vous avez parlé de 2 autres, ou au moins un autre les 2 point. autres. Le deuxième, c'est que les Russes ont la meilleure défense antiaérienne au monde. Donc si on envoie des avions, tant qu'on envoie des MiG, qui sont les MiG anciens, etc., et qui se font dégommer, on dit bon, bah c'est les MiG. Le jour où on envoie les avions occidentaux, s'ils se font dégommer, on jette le discrédit sur tous les F-16 du monde. Okay. Voilà. Même si le F-16 est obsolète, il va être remplacé par le F-35. Exemple, c'est aussi les pour ça HIMARS, qui étaient justement le combat pour détruire l'arrière-garde, là où se construit la logistique, est très important. Oui. Donc on a fait venir les HIMARS en disant voilà, etc. Les Russes les ont décodés en 1 semaine ou 2 et ils les ont détruits, on n'en parle plus. Donc il va plus vendre un HIMARS dans le reste du monde. Parce que les Russes... Mauvaise publicité. Voilà, ça, c'était le deuxième argument. Voilà. Le troisième, c'est que pour une flottille d'avions d'une douzaine, il faut 500 mécaniciens derrière. Où on les met? Si on les met en Ukraine... la première semaine où on installe la base, les Russes la détruite, c'est terminé, puisqu'ils sont en train de détruire en ce moment, systématiquement, et on en parle, toute la logistique arrière. Vous n'y croyez pas. Voilà. Okay. Et je termine juste là-dessus. Il faut de la place pour les non, autres. mais une seconde. Si par contre les bases arrière des mécaniciens ne sont pas en Ukraine, mais en Pologne, là, ça veut dire que la Pologne est belligérant au premier chef, parce que les avions décollent de Pologne pour aller attaquer les Russes. Donc, dans ce cas-là, les Polonais vont morfler. Donc, on est là, on sera dans la guerre mondiale. Qui prend la suite? Philippe Pasco. Je m'en veux pas, mais à mon avis, il y a des informations que tu n'as pas. J'ai moi-même un brevet de pilote. 4 mois. Mais j'ai pas piloté. 4 mois, ça leur suffit. Ils vont pas prendre des pilotes de monomoteur comme moi pour piloter les F-16. Ils vont prendre des mecs qui sont déjà au courant. Et on est dans une situation de guerre. Donc en situation de guerre, tu n'apprends pas la même chose à un pilote qu'en situation de non-guerre. Donc on va leur apprendre à tirer, on va leur apprendre à viser, on va leur apprendre... Et ça prend 4 mois. Deuxième truc, les F-16 qui vont leur filer, ils vont leur donner, puisque de toute manière, c'est des vieux F-16 qui refourguent. Ils les ont déjà. Donc ils vont leur donner. Troisième point où là, je ne suis pas d'accord avec toi, la défense anti-aérienne russe n'est pas la meilleure au monde. On nous fait croire. Tout le monde le dit. Oui, tout le monde le dit. Comme tout le monde disait qu'en 3 semaines, ils allaient écraser l'Ukraine. Personne n'a dit ça. Tu rigoles. Du côté de chez Poutine, j'ai quand même suffisamment d'informations en Russie pour dire que ça y est, en 2 semaines, ça va être fini. Et quand tu vois dans l'état où sont les soldats russes, le peu de munitions qu'ils ont, les vieux fusils avec lesquels ils se trincent-balles, moi, la défense anti-aérienne russe, j'ai peur qu'elle soit, elle aussi, un petit peu obsolète. Par contre, je dis que c'est une connerie de plus vers une escalade et une longueur dans la guerre que sont en train de faire les États-Unis et qu'en train de faire la France aussi, parce qu'elle rentre dans le jeu, plutôt qu'essayer de réduire le temps de guerre. Là, aujourd'hui, les États, comme les États-Unis, comme la France, font tout pour que ça dure. Pourquoi? Parce que fournir des armes, c'est bien pour le PIB. C'est bien pour le commerce extérieur. Mais l'Ukraine les paiera un jour. T'inquiète pas. Et en attendant, ça fait marcher le commerce. Donc on a tout intérêt à ce que la guerre dure. Pendant ce temps-là, il y a des gens et russes et ukrainiens qui sont en train de crever. Je partage pas ça. Alors, Thomas. Okay. Il y a un point commun entre ce troisième thème, Franck, et le premier, c'est que quand les mécanismes de dialogue sont bloqués, la violence prospère, ou la violence prospère tant qu'on n'a pas rétabli les mécanismes de dialogue. Alors, il est évident qu'une décision comme celle-ci du président américain, c'est une de plus parmi tant d'autres qui ne va absolument pas dans le sens de rétablir un dialogue avec la Russie. On ne sait pas pourquoi, mais les Américains ont adopté une position qui consiste à diaboliser la Russie, à vouloir la diaboliser plus que l'était l'Union soviétique pratiquement du temps de la guerre froide. Et à cause de ça, et parce que de l'autre côté, la France en particulier, et plus largement les pays d'Europe, nos pays d'Europe de l'Ouest, ne font pas entendre une voix différente, ce qui devrait être notre rôle pour rétablir un équilibre, eh bien, on a effectivement ce risque d'escalade. Moi, je suis comme Philippe très inquiet de voir que des gens meurent au quotidien, des Ukrainiens, des Russes. Moi, j'ai énormément de sympathie et d'attachement pour le peuple ukrainien, mais aussi pour le peuple russe. Je ne confonds évidemment pas le peuple russe et la grande Russie, la grande au sens culturel, civilisationnel, cette grande histoire, avec
avec uniquement le cas de Vladimir Poutine actuellement. Il a commis beaucoup d'erreurs, évidemment, mais je pense qu'il faut trouver une voie pour en sortir. Et pour en sortir, il faut commencer à rétablir un dialogue. Et on ne rétablira pas un dialogue en rentrant dans cette escalade. Et au moins... Sauf que le dialogue n'est pas possible. Il y a plein de médiateurs qui se sont offerts, et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Personne ne veut s'asseoir à la table des négociations. Moi, je raisonne en tant que Français, évidemment. En tant que Français, je pense que, et malheureusement, on sait bien quelle est la qualité de nos dirigeants actuels, mais que c'est le rôle de la France qu'on aurait dû avoir et qu'on devrait encore avoir aujourd'hui, de rétablir, mais de manière, si vous voulez, vigoureuse, en affirmant une parole indépendante et en refaisant rentrer la Russie dans le concert des nations européennes dans lequel elle a toujours été, concert dans le sens dialogue au minimum, pour commencer, en acceptant un minimum d'écouter son point de vue et d'essayer de trouver de commencer à mettre sur la table des accords qui permettent des escalades et d'offrir, en quelque sorte, chercher à créer une porte de sortie qui permette à Vladimir Poutine à un moment de pouvoir sortir du conflit. Parce que lui-même, il s'est mis lui-même dans un piège. Avec sa conviction, Poutine, que rappelait Philippe à l'instant, qu'il allait balayer l'Ukraine en 2 semaines, en 3 semaines, il est rentré là-dedans. On a vu que ça n'a pas du tout été le cas. L'armée ukrainienne ne s'est pas rangée de son côté ou n'a pas lâché le régime. À cause de ça, ça s'enlise. Vladimir Poutine lui-même est bloqué d'une certaine manière aujourd'hui. Comment lui-même, si on se met à un instant de son point de vue, comment pourrait-il en sortir? Si on se met du point de vue des Russes, comment peuvent-ils en sortir? Eh bien, c'est à nous, chantants occidentaux cette fois-ci, et idéalement français, si on décidait enfin à faire entendre notre propre voix, d'essayer de créer une porte d'ouverture. Et évidemment, cette décision ne va pas du tout dans ce sens-là, et donc c'est inquiétant. Alors, je vais citer le Français qui, depuis plus d'un siècle, avait la plus grande expérience de ce genre de situation. Il s'appelait Georges Clemenceau, et il disait que là où les hommes mentent le plus, c'est avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Bon, l'amour, il n'en parlait pas, il aurait pu... et après la chasse. Bon. On a affaire à des menteurs de chaque côté, des manipulateurs, aussi bien les Américains que les Russes, Poutine, Biden, les Français, etc. Bon, on est dans une situation d'un peu un jeu de dupes et qui peut tourner rapidement, peu à peu au jeu de con. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça dure. D'accord ? C'est évident, les Américains ont intérêt à ce que ça dure. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, ça renforce le dollar, contrairement à ce qu'on dit. Ça renforce le dollar. Là, le son du canon, l'insécurité internationale, l'insécurité militaire et diplomatique, ça favorise les plus grandes puissances. Et puis eux, comme on dit, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, finalement, les Américains ils fournissent juste ce qu'il faut pour que ça dure, que ça affaiblisse la Russie. C'est pas sur leur agenda la menace numéro 1, les Russes, c'est plutôt les Chinois, d'accord ? Okay. Mais enfin, ils ont intérêt à ce que ça dure. Mais, de la même manière que d'un autre côté, Poutine s'est pris les pieds dans le tapis en pensant que l'Ukraine, c'était dirigé par un fantoche, un mec qui montrait son sexe à la télévision et qui allait s'effondrer en 15 jours. Il s'est trompé lui aussi. Sauf qu'à un moment ou un autre, ça peut tourner au vinaigre. On ne sait pas quel front va s'effondrer en premier. On ne sait pas si c'est les Russes qui vont s'effondrer aujourd'hui ou si c'est les Ukrainiens qui vont s'effondrer. Et donc, je pense que les Américains, qui sont quand même pas tout à fait des cons, et tout ça est dirigé par une espèce d'intelligentsia de Harvard, qui quand même est d'une qualité supérieure à la classe dirigeante française, nettement. Bon. Et donc, ces gens-là jouent effectivement un enlisement qui affaiblit de plus en plus la Russie, qui du coup affaiblit les alliés de la Chine et qui repositionne les Américains au centre du système. D'un autre côté, les Russes peuvent finir par une mobilisation générale, et parce qu'ils ont quand même un appareil industriel qui n'est pas complètement nul, ils peuvent produire beaucoup, et puis, pas enfoncer le front. Enfin, ça peut tourner au vinaigre. On ne sait pas qui va s'effondrer en premier. Il fallait la prendre, cette décision. Mais c'est symbolique, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Je suis d'accord avec Serge. Ça changera pas la guerre. En plus, les morts, c'est pas chez eux. Pour remporter la décision, il ne faudrait pas que ça soit des F-16 qu'on livre, il faudrait que ce soit des 35 et puis piloté par des Américains. Là, s'il y avait Tom Cruise et Top Gun qui arrivaient, ça serait une autre paire de manches. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un pilote ukrainien bien motivé parce qu'il veut défendre sa terre, ils n'ont pas le niveau, est plus motivé qu'un Américain? Ils n'ont pas le niveau suffisant pour être immédiatement opérationnel, pour aller mettre une branlée aux Russes. Ok, alors, François Martin, il y a des choses que vous avez entendues, vous voulez réagir? Moi, je suis d'accord sur le fait que les Américains ont intérêt à faire la guerre, parce que, comme je l'explique dans mon livre, c'est la thèse de mon livre, qui est sorti ce mois-ci, qui s'appelle « L'Ukraine, un basculement du monde ». Voilà. C'est que je pense que Jean-Cyril Godefroy. Jean-Cyril Godefroy. Voilà. Okay. Ils poursuivent en parallèle 2 options contradictoires, comme ils l'ont toujours fait. L'une, c'est de détruire la Russie, et l'autre,
c'est de détruire l'Europe. Parce que leur risque, c'est que l'Europe et la Russie se mettent ensemble. Or, ils poursuivent les deux proies. Or, il y en a une qui se défend et l'autre qui se défend pas. Et la Russie, hein, l'autre un peu fini, qui ne se défend pas. Donc, ils vont manger celle qui ne se défend pas. Donc, en attendant, ils ont intérêt, pour tout un tas de raisons, dont les subventions données par les fabricants d'armes aux partis démocrates, etc., est importante. Ils ont intérêt à faire durer la guerre. Mais je pense qu'ils savent qu'ils l'ont perdue. De toute façon, les Russes sont rentrés dans la guerre avec 150 000 soldats. C'était pas, vous rentrez pas dans un pays de 600 000 km² avec 150 000 soldats. Vous rentrez avec 1,5 million de soldats. C'est ce qu'a fait Hitler avec la Pologne, qui faisait la moitié. Donc, c'était pas son objectif. Son objectif, c'était de sécuriser la partie du Donbass qu'il a toujours considérée comme russe, hein, d'arrêter la guerre civile et d'obtenir une négociation qui n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, aujourd'hui que je termine, elle n'aura pas lieu. Il n'y aura pas. C'est fini. D'une part, parce que le meilleur allié aujourd'hui de Poutine, c'est Zelensky, parce que comme Zelensky est maximaliste, ça lui permet de continuer jusqu'à Kramatorsk et jusqu'à Odessa. Si aujourd'hui les Américains disaient on arrête tout et on négocie, ils seraient embêtés parce qu'ils n'attiendraient pas leur but de guerre. Et ils seraient obligés d'aller sur une négociation où ils demanderaient ce qu'ils ont toujours demandé, c'est-à-dire une architecture de sécurité, en se disant dans 2 ans ou dans 3 ans, il faudra repartir. Et l'autre raison pour laquelle il n'y aura pas de paix, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y aura pas de paix, c'est que les Américains n'en veulent pas. Parce que le jour où il y a un traité de paix, Macron, l'Allemand, ils vont tous à Moscou en disant redonnez-nous du gaz, rouvrez-nous vos marchés, rouvrez-nous les puits de pétrole, etc., etc. Donc les Américains n'en veulent pas. Parce que s'ils veulent partir sur un conflit à très très longue échéance. Ça sera un système à la coréenne, c'est-à-dire il n'y aura pas de paix, mais il n'y aura pas de guerre. Donc c'est voilà. Au contraire, le gaz de schiste qu'on fait venir de l'Amérique, c'est pas justement parce qu'on peut pas l'avoir ailleurs. Donc les Américains, ils font du pognon quand même aujourd'hui. Bien sûr, ce sont les Américains qui ne veulent pas de paix. Non, mais contrairement à ce que tu disais, et les prix augmentent. Et nous, on paye. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit ça. Qu'on va retourner, qu'on sera content d'avoir du gaz. Non, on sera pas plus content. Aujourd'hui, demain, on arrive à en avoir. Le jour où il y a un traité de paix, ce jour-là, on ira à Moscou en disant c'est la paix, redonnez-nous du gaz pas cher. Cela étant, ça peut tirer par les cheveux. Je suis d'accord à 90%, sauf peut-être l'hypothèse que ça se transforme en Chypre avec la Turquie ou en Corée du Nord, Corée du Sud, parce qu'on a quand même des gens qui sont... Bon, c'est pas tout à fait Chypre et la Turquie ou la Corée du Nord, Corée du Sud. C'est des États quand même et des pays très importants où il y a beaucoup de gens. Il y a une haine maintenant qui est extrêmement forte, vivace. Et puis Coréens du Nord, Coréens du Sud, c'est le même peuple. Hein. Bon, les Ukrainiens et les Russes, on le voit bien, c'est quand même pas le même peuple, tout à fait. Et puis ils sont vraiment l'un en face de l'autre avec des buts de guerre extrêmement antagonistes. Et je crois que ça peut effectivement durer, mais durer un moment, jusqu'au moment, comme on dit 7-18, en Europe, où un des camps s'effondre. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, par exemple, dans la guerre de 14, en mars 18, dans l'offensive allemande, quand les Allemands ont fait revenir les troupes après le traité de Brest-Litovsk, qu'ils ont fait revenir leurs troupes, quand ils ont conclu la paix avec la Russie, sur le front occidental face à la France, ils ont lancé une offensive contre la France en mars 18, ils ont failli gagner. On a failli perdre la Première Guerre mondiale. Il s'en est fallu de très peu, d'accord, qu'ils enfoncent le front. Je pense qu'on est dans la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, je ne crois pas à une stabilisation. Il peut y avoir un effondrement, soit des Russes, soit de l'Ukraine. Et dans un cas... les Russes... 24 millions, mais, ils ont 24, la conscription, c'est 24 millions je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il soit possible... Je ne pense pas qu'il soit possible que Poutine ne soit pas de plus en plus fortement contesté en interne. Je ne pense pas. La Russie a on n'en entend pas parler, mais ça les épuise. Il y a des morts, il y a des gens, il y a des familles qui reçoent leurs fils, leurs frères dans des boîtes. Et ça, les chiffres en Russie est telle que, comme en France, plus personne n'y croit. Quand Poutine annonce en Russie qu'il n'y a quasiment pas de morts des soldats, et que toutes les mères de famille, qui maintenant ont le téléphone, qui maintenant ont les réseaux sociaux, voient avec d'autres mères de famille que leur gosse est mort et pas revenu, le rapport de mort, c'est le rapport de tir. Parce que c'est essentiellement des morts à cause des tirs. Le rapport de tir est de 1 pour 10, donc c'est pas difficile.
c'est qu'ils sont tellement en train de raboter toutes les villes en Ukraine qu'il n'y aura plus rien à prendre. Quand tu vois l'état des villes avec les images qu'on reçoit, de toute manière, il n'y aura plus rien à prendre. Ils détruisent tout. Quand les bombes sont passées, et Dieu sait, les ordres de... Oui, ça construit. C'est déjà construit. Le Tchernozem et les champs de blé qui sont quand même les plus riches du monde. Bouygues va encore faire de l'argent après, c'est sûr. Allez, c'est fini. Cette histoire de F-16, je pense qu'on va en reparler, puisqu'on verra dans quelques mois si oui ou non ils sont opérationnels, s'ils ont eu le temps de former les pilotes, et quelle différence ça fait. On reviendra là-dessus parce qu'il y a des théories... on n'a pas le temps, on a encore dépassé une fois de plus le temps qui nous est imparti. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière séquence de cette émission, c'est-à-dire la rencontre avec les dessins de Ignace. À tout de suite. Allez, on a de très beaux dessins d'Ignace. Allez, le premier, c'est Serge Federbusch contre l'abus de certains élus. Serge est extrêmement docte. D'accord, le maire de Saint-Brévin a subi un incendie, mais c'est lui qui a allumé la mèche. Ça arrive souvent. Bravo Ignace. Philippe Pasco, très reconnaissant. Philippe Pasco, à fond contre l'allongement des retraites et pour le raccourcissement de la vie active de Macron. Oui, c'est très drôle, vous allez le garder ce dessin. Ça, celui-là. Ok, là, on a un élu qui a cramé. Quid du centre de migrants de Saint-Brévin? C'est grillé, dit le type. Bien. Et allez. À tout seigneur, tout honneur, c'est moi qui termine l'émission. Franck Tanguy contre l'agression des élus et aussi des arbitres, messieurs. Oui, parce que je ne vous dis pas les menaces que je subis. Voilà, allez. Merci beaucoup, Ignace. On se retrouve dans 15 jours. Hein, ah oui, vous voulez absolument l'avoir, votre dessin. Ok, vous allez l'avoir. Allez, je l'avais gardé pour une fois prochaine. François Martin, les élus, c'est sacré. Toutefois, le problème... c'est que Jupiter n'a rien de sacré. Aux yeux de François Martin, hein, qui veut remettre du sacré partout. Regardez-moi donc ces conditions. Messieurs, beaucoup de convictions, quelques contradictions. Allez, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, vous connaissez la consigne, faites des enfants. Dans 15 jours. Au revoir.